Bonjour à tous. Dans Actu Matin, ce matin, nous allons parler de la polémique dans le monde des médias. Les professionnels se préparent à désigner leur prochain représentant à la prochaine mandature de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Michel Laono du comité de facilitation cadre de presse sera notre invité pour nous dire quels sont les griefs faits au processus qui se déroule actuellement. Nos échanges débats ce matin porteront sur cette annonce de Patrice Talon. En Martinique, les journaux avancent une raison culturelle dans un contexte d'offensive diplomatique au plan touristique et culturel. Il est à se demander quelle est la pertinence de ce déplacement. Actu Matin va faire le débat. Bienvenue. Nous allons commencer avec la une des journaux et voici chez vous Fraternité pour sa production de ce mardi matin. En manchette, renforcement et valorisation du patrimoine culturel et touristique du Bénin. Talons sur les traces du roi Béhanzin en Martinique. Les œuvres d'art du Bénin exposées à la Fondation Clément. Recueillement du président béninois sur le lieu de déportation et d'exil du roi Béhanzin. Séance plénière ce lundi au Parlement. La loi de règlement gestion 2021 a été adoptée. Nous apprend à Fraternité qui nous propose ces détails à la page 3. Et puis un dernier titre, c'est un avis à manifestation d'intérêt de la part de la dette pour le recrutement d'un cabinet d'études acheté Fraternité. Allez à la page 9. Vous avez donc toutes les précisions. Nous sommes avec le matinal discours sur l'état de la nation, talon au Parlement le 21 décembre prochain. C'est le matinal qui nous l'apprend. Et puis, valorisation du patrimoine culturel du Bénin. À la page 4, vous apprenez que le chef de l'État sera en Martinique le 13 décembre prochain. Passons maintenant à notre quotidien, Nassiara notamment. Le nom des démocrates pour le budget 2024, une contestation parlementaire mal vécue par l'exécutif. Matin libre, cadre de concertation des anciens présidents, un projet mort-né. Et puis rapport sur des cas d'expulsion forcée. Eh bien, Amnesty International alerte et interpelle les autorités béninoises. Décryptage info, téléphonie mobile, le Bénin, le Mali et le Togo signent un accord bilatéral de free roamings. La boussole décrispation au Niger, encore 3 chefs d'État dont talon pour la médiation. Quelle réaction exprimera la junte? Le journal est curieux de savoir. Passons maintenant à notre quotidien. Dabarou qui nous propose justement une actualité à l'université de Parakou, pardon. La Flash UP qui organise le salon des métiers le 13 décembre prochain. Le Béninois a libéré. Nouveauté dans le système d'interpellation pour excès de vitesse. Le DGPR Yaya pour une police en homme massif. Et puis Criette pour blanchiment d'argent. Un douanier condamné à 10 ans de prison. Revalorisation des salaires. Le personnel des mairies menace de boycotter le travail. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Renforcement et valorisation du patrimoine culturel et touristique du Bénin. Talons sur les traces du roi Béhanzin en Martinique. Les œuvres d'art du Bénin exposées à la Fondation Clément. Recueillement du président béninois au lieu de déportation et d'exil du roi Béhanzin. Et puis séance plénière ce lundi au Parlement, la loi de règlement gestion 2021 a été adoptée selon Fraternité. Et puis avis manifestation d'intérêt de la dette pour le recrutement d'un cabinet d'études. Ainsi donc la une des journaux ce matin. On peut s'intéresser, je dois dire, au contenu de Fraternité. Faut-il le noter, qui est essentiellement, sinon largement culturel et artistique ce matin dans sa proposition. Déjà même à la page 4, vous avez, je dois dire, un article sous la plume de Isaac Yahi qui nous parle de cette grande exposition qui a cours actuellement au niveau donc de Artistique Africa, quelque part à Godomé, à Cotonou, Kossou, l'écriture du temps sur l'humain et la nature. Vous savez très bien que Artistique
Africa, c'est une maison, un centre artistique donc qui accueille beaucoup d'événements, et notamment culturels et artistiques actuellement, avec donc cette exposition. Une maison tenue par, faut-il le rappeler, Ousmane Aledi, qui a été anciennement conseiller technique du chef de l'État. Alors, de quoi retourne cette exposition et à quoi ça ressemble? Qui sont ceux qui défilent par là-bas et qu'est-ce qu'ils vont y voir? Achetez Fraternité, allez à la page 4 pour vous informer. Déjà la manchette aussi qui vous apprend ce déplacement très prochain de Patrice Talon en Martinique. Vous le savez très bien, quand le roi Béhanzin s'est rendu au général Dodds, notamment sur la place Goho, il a été déporté notamment en Algérie, à Blida, avant de continuer sur la Martinique. Il n'y a que Patrice Talon est annoncé là-bas pour faire peut-être le chemin aussi. En tout cas, Fraternité annonce qu'il va se recueillir sur, je dois dire, le lieu de déportation et d'exil donc de cet ancien roi du Dahomey, celui qui aura manifestement tenu tête efficacement et longtemps donc à l'invasion coloniale. Alors de quoi retourne un peu tout cela et qu'est-ce qu'il attend là-bas? Fraternité vous propose des détails et nous allons faire le débat à ce propos avec les débatteurs tout à l'heure. Mais en attendant, si vous avez votre numéro de Fraternité, allez à la page 3 et informez-vous. Hier, sur le continent, c'était l'actualité sportive, notamment footballistique, avec les grands noms de l'année 2023 qui ont été sacrés. Et je dois dire, deux nations se sont largement dégagées lors de cette cérémonie. Le Nigeria avec le Ballon d'Or hommes et femmes. Et puis le Maroc avec l'équipe type et surtout l'entraîneur de l'année. Fraternité nous propose un grand retour sur tout ce qui s'est passé. Alors, quel est le Nigérien qui a remporté le Ballon d'Or et qui a succédé au Sénégalais Sadio Mané? Son nom à la page 6 du quotidien Fraternité ce matin. Le Nigérien Victor Osimhen succède ainsi donc au Sénégalais qui était d'ailleurs sur la marche du podium. Vous avez les avis de ceux qui ont été sacrés. Côté dame, Assissat Oshoala a été élue joueuse de l'année. Elle est aussi nigériane, comme je l'ai annoncé. Yacine Bounou, lui, le gardien de l'année, c'est un Marocain, lui qui a fait sensation dans les goals marocains, notamment lors de la dernière Coupe du Monde, où le Maroc s'est arrêté notamment à l'étape des demi-finales. Walid Regragui a été nommé donc entraîneur de l'année. On fera tout le détail tout à l'heure avec Ali Moumouni quand on sera au journal des sports. Pour le moment, voici le journal de l'actualité tout court. Ce sera avec le présentateur que vous connaissez très bien, Teddy Goudalon. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Allez, on va recommencer à parler, on va continuer à parler, de cette tournée de remobilisation des militants du bloc républicain dans le septentrion. La délégation conduite par Sam Seydou Dambi était dans la 8e circonscription électorale, notamment en Dali. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets, dont les raisons qui justifient la défaite du BR dans la 8e lors des dernières législatives. C'était dimanche dernier. Et puis, mise en œuvre du programme spécial d'immersion et de préinsertion des jeunes nouvellement sortis des écoles de formation dans le domaine de la santé. Ce projet du gouvernement entre dans sa phase active. De milliers de jeunes ont composé samedi, vous les voyez sur ces images, sur toute l'étendue du territoire national. De quoi est-ce que cela retourne? Détail à suivre. Voici le bulletin. Et nous commençons ce journal par l'actualité politique. Teddy Goudalon, le BR qui continue de remuer, je dois dire, les contrées du Bénin. Sam Seydou Dambi et une délégation de ce parti ont poursuivi leur tournée de remerciements et de remobilisation, notamment dans les communes de la 8e circonscription électorale. Tanguy, ils étaient à Ndali après Perere. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets, notamment les raisons qui justifient la défaite du BR dans la 8e circonscription électorale, la situation des sojaculteurs et bien d'autres. La séance s'est déroulée en présence des militants et des responsables du parti
à divers niveaux. Epiphane Tchabi nous donne plus de détails. Pas de répit pour la délégation du BR dans sa tournée de remerciements et de remobilisation dans la 8e circonscription électorale. Après Perere ce samedi, c'est la commune de Ndali qui a accueilli Samou Seydou Adambi, Rachid Gbadamassi et les autres responsables du parti ce dimanche. Dans cette salle, aucun sujet n'a été occulté dans les échanges entre le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et vice-président du parti BR. De la situation des sojaculteurs au manque d'infrastructures routières en passant par l'électrification rurale, l'approvisionnement en eau potable et bien d'autres sujets, les militants ont plaidé pour que les différentes localités bénéficient d'une attention particulière de la part du gouvernement. En réponse à ces différentes préoccupations, la délégation du Parti Bloc républicain, rassure de son engagement politique, a œuvré auprès du chef de l'État pour la prise en compte de ces doléances. Celui qui a la solution, c'est celui qui commande. Et le Bloc républicain a la capacité politique. Le Bloc républicain a des ministres, des députés. Nous sommes en contact avec le président. Nous avons les informations complémentaires. Nous allons remonter ces informations complémentaires à qui de droit. Et je pense que c'est prêt à Dieu. Le gouvernement est là pour le peuple et non contre le peuple. Donc nous allons rendre compte. Le parti du Bloc républicain salue l'engagement politique de ses militants à la base. Des militants que Samou Seydou Adambi appelle à plus d'engagement pour une victoire écrasante du parti aux prochaines élections. Toutes les élections que nous avons tenues dans ce pays, Ndali a toujours été premier. C'est la seule fois où vous occupez la deuxième place derrière Perere. Et les raisons, nous les connaissons. C'est le soja, essentiellement dans la commune de Ndali. C'est à cause des difficultés du soja que nous avons connu ce résultat. Nous allons continuer donc à plaider auprès du chef de l'État et de tout son gouvernement afin que tous les problèmes que vous avez énumérés, que ce soit les problèmes des infrastructures routières, l'eau, l'électricité, les microcrédits, le soja, les intrants agricoles, nous allons plaider pour tout ceci devant le chef de l'État et auprès des collègues sectoriels afin que nous puissions trouver des solutions à tous ces problèmes. Notre souhait est que le parti se renforce. Et c'est à travers donc des rencontres comme celle-ci que nous pouvons renforcer notre parti dans la commune de Ndali, dans tous les hameaux de Ndali. Nous allons travailler pour que nous reprenions notre première place pour les élections qui viennent. Et ça passe forcément par la mobilisation constante. Il ne faut pas qu'on attende toujours ce genre de réunions pour mobiliser la population. La population et nous sommes tous les jours ensemble et nous allons maintenir le cap pour qu'ils ne nous disent pas après que c'est quand il y a élection qu'on nous voit. Nous allons occuper le terrain de façon permanente jusqu'aux élections de 2026. Nous pensons que si nous arrivons à faire ce genre d'action, les résultats, vous allez peut-être sentir que effectivement le Bloc républicain n'a fait qu'évoluer en Ndali. Conscient de l'enjeu des prochaines élections, le BR lance ainsi sa machine à gagner et ne compte plus rester loin de sa base. Dans ce cadre, celles de Tchaourou et Parakou recevront la même délégation les jours à venir pour le même objectif. Atelier de formation des points focaux et antennes départementales de l'Institut national de la femme. Les échanges visent à renforcer les capacités des participants à mieux les outiller afin de leur permettre de bien accomplir leur mission. Plusieurs communications ont été présentées et portent sur des notions de psychologie, les trois, le management, les violences faites aux femmes et bien d'autres. Le point avec Imet Hélène Amoussou. Une convergence de femmes venues des départements du Zou, des collines du Mono et du Koufo. Elles sont invitées par l'Institut national de la femme INF et prennent part à un atelier de renforcement de capacité. Alors l'objectif de cet atelier, c'est d'outiller les points focaux et antennes départementales afin qu'elles puissent
véritablement, puisque ce sont des dames, qu'elles puissent véritablement en savoir plus déjà sur les missions de l'INF, sur leur mission, leur cahier de charge en tant que point focal et en tant qu'antenne départementale. En tant que représentante de la structure organisatrice des assises dans leur localité, de même que dans les départements de provenance, ces femmes seront aussi entretenues sur bien d'autres sujets. Les diverses communications prévues portent sur des notions de psychologie, de droit et de management, en plus des généralités sur les violences faites aux femmes et aux filles. Ces points focaux de l'Institut national de la femme seront des assistants juridiques et judiciaires sur le terrain. Et donc, nous attendons d'elles qu'à la fin de ces 2 jours de renforcement de capacité, qu'elles puissent vraiment comprendre le processus à enclencher lorsqu'elles sont face à une victime, qu'elles puissent déjà détecter, qu'elles aient le discernement pour déceler les cas de victimes, qu'elles puissent bien accueillir les victimes et qu'elles puissent lancer le processus. Est-ce qu'il faut les amener rapidement dans un centre de santé? Est-ce qu'il faut passer par le commissariat? Bref, qu'elles puissent maîtriser le protocole à mettre en branle lorsqu'elles sont en face d'une victime de violence. Cette étape de formation des points focaux et antennes départementales de l'INF fait suite au processus de désignation de ces derniers qui sont essentiellement des femmes. Elles seront incessamment installées dans leurs fonctions afin de permettre à l'Institut d'accomplir au mieux la mission qui lui est assignée. Toujours dans le département du Zour, cette fois-ci en images, 3e session de la Commission économique et finances locale de l'Association nationale des communes du Bénin au titre de l'année 2023. Les acteurs concernés ont réfléchi sur le devenir des communes, notamment en ce qui concerne les recettes foncières et marchandes. Les échanges ont permis aux participants de faire des propositions en vue d'améliorer le taux de mobilisation des recettes au niveau local. La rencontre intervient dans le cadre de la mise en œuvre des réformes dans le domaine du foncier au Bénin. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Et pour finir, on va parler de ce concours initié par le ministère de la Santé. Des milliers de jeunes agents de santé ont composé samedi 9 décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. C'est un concours qui vise le recrutement de 1116 jeunes acteurs de santé en vue de combler le vide en ressources humaines dans les hôpitaux. Le programme spécial d'immersion et de pré-insertion de ces jeunes nouvellement sortis des écoles de formation entre ainsi dans sa phase active. Le lancement a eu lieu au lycée Koulibaly de Cotonou. Francel Amoussou. Plusieurs jeunes agents dans le domaine de la santé planchent pour la phase écrite du concours du recrutement national des jeunes professionnels de la santé. Appuyé par la Banque islamique de développement, le concours vise à combler les besoins en ressources humaines. Nous avons vraiment des besoins assez importants en ressources humaines qualifiées. Et pour rappel, en 2016, nous étions à un ratio de 7,6 pour 10 000 populations, alors que la norme au niveau de l'OMS est 25 agents qualifiés pour 10 000 habitants. Donc vous voyez déjà un peu le rapport qui est vraiment assez faible. Donc depuis 2016, le gouvernement s'est donné comme but vraiment d'améliorer ce ratio. Prévu pour se dérouler dans 5 centres identifiés, le concours est ouvert aux médecins généralistes, aux aides-soignantes, aux sages-femmes et aux infirmiers. 1116 jeunes vont être recrutés à l'issue des épreuves. Le concours qui se déroule ce matin, c'est en fait une longue préparation de près de 4 mois, on peut le dire, où nous avons essayé de revoir toutes les phases qu'il faut pour une meilleure organisation de ce concours. Donc ça se déroule dans 5 centres qui sont identifiés, 2 dans Parakou, le CG 1 de Parakou, le lycée Mathieu Bouquet de Parakou, un centre dans Abomey, le CG1 d'Abomey, et à Cotonou, nous avons 2 centres, le lycée technique Koulibaly, là où nous sommes actuellement, et le CG1 de Saint-Rita. Les agents qui seront retenus à la fin vont bénéficier d'une épargne. Elle va leur permettre soit de poursuivre leurs études paramédicales ou de s'installer en clinique privée. Les bourses d'accompagnement sont également prévues pour les agents qualifiés qui souhaitent poursuivre leurs études. Ce sera tout pour ce matin. Je vous retrouve demain mercredi pour le même exercice. Tanguy Agoy, bonne journée. Teddy Goudalo, merci pour ce service à la nation et à la République. Passez une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, il y a d'autres rendez-vous dans la journée pour suivre l'actualité sur Canal 3 Bénin. Vous avez les éditions intermédiaires comme
celle du 16h, celle de 11h aussi. Et puis vous avez les grands rendez-vous comme à 13h et à 19h30 ou à 22h30 pour ceux qui traînent un peu dans la nuit. Voici maintenant l'actualité des sports. Il y aura 2 disciplines au menu de Sport Matin ce matin, le football, largement d'ailleurs. Et puis quelques 2 mots au sujet du handball. Ali Mouni, bonjour. Bonjour Tanguy. J'avais commencé à l'annoncer au début de cette émission. Hier, c'était la grande messe sur le continent. On connaît désormais les meilleurs acteurs de la discipline pour l'année 2023. Oui, pour le compte de cette année, Tanguy, la CAF Award a eu lieu. C'était hier, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. C'était donc au Maroc, à Marrakech, pour être plus précis. Pour cette grande cérémonie de distinction du meilleur africain, de couronnement du roi et de la reine du football africain. Et donc, cela retourne, Tanguy. C'était une double réalisation pour le Nigeria qui s'en sort donc vainqueur lors de cette cérémonie avec Victor Osimhen qui a été consacré meilleur joueur africain, le meilleur joueur de la Calcio, la première ligue, la Serie A italienne et meilleur buteur bien entendu a été donc consacré meilleur joueur africain de l'année 2023 au titre de ses performances, je dirais, très très impressionnantes. Le jeune joueur a marqué 33 buts au cours de cette saison. Et aujourd'hui, il amasse les lauriers dû à cette performance qu'il a donc fait. Il a engrangé là-bas, au niveau de Naples. Au niveau de Naples, la saison. Faut-il dire, il a porté Naples au cours de cette saison. Oui. Même si, bon, la nouvelle qui est en cours ne lui sourit pas beaucoup avec quelques crises entre lui et son club. De toute façon, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais c'est logique parce que quand vous jouez dans une équipe qui s'avère à faire des petites blagues pour aussi vous discréditer, je crois des que... blagues pas plaisantes. Pas plaisantes du tout, Tanguy. Alors, de l'autre côté, chez les dames, on la connaît déjà, Assissa Oshoala, 5 fois ballon d'or africain. Elle vient donc de réussir le 6e sacre cette année. Donc l'attaquante du FC Barcelone a été couronnée hier soir aussi comme meilleure joueuse, la reine donc sur le continent africain. Assissa Oshoala a remporté ainsi, comme je le disais, son 6e titre. Assissa Oshoala, on l'a bien vu lors de la Coupe du Monde des dames avec le Nigeria, cette joueuse très très performante. Souvent, quand un joueur n'arrive pas à faire la nuance entre un garçon et une femme. Et elle a aussi beaucoup d'activités qu'elle mène, surtout, je dirais, qualitatives, surtout dans le domaine du football. Elle a créé un centre au Nigeria où elle forme des jeunes filles talentueuses. Oui, justement, parce qu'elle estime qu'il faut, je dirais, former la jeune génération. Et cela va bien sûr de son discours panafricain qu'elle a tenu hier lors de cette cérémonie. On va passer chez les gardiens de but. Ce serait pour la première fois que ce trophée a été décerné aux gardiens de but. Mais pour cette année, pour cette première édition au niveau des hommes, Yacine Bounou s'en sort donc gagnant. Yacine Bounou, vous le connaissez, l'ancien gardien de but de FC Séville qui a été impressionnant lors de la saison écoulée dans la Liga espagnole, également au mondial avec... Mille feux au dernier mondial de football. Bien entendu, avec le Maroc qui a été jusqu'en demi-finale. Je me rappelle cette rencontre avec contre l'Espagne. Oui, l'Espagne. Où, ma foi, il s'est illustré avec beaucoup de tirs au but arrêtés. Oui, justement. Et ses souris dans le coin. Toujours. Et du visage très, très impressionnant. On peut le voir encore sur ces images. Il n'a jamais perdu de son sourire. J'ai l'impression que c'est cela qui éblouit même les joueurs. Les adversaires, justement. Yacine Bounou qui fait peur dans les buts. Et ils sont comme ça, c'est un gardien de but qui arrive à impressionner les attaquants. Il y en a les 2 Brésiliens, Ederson et Alisson. Tout à fait. Il y a également d'autres gardiens de cette trempe à l'envergure internationale. Chez les dames, c'est Chiamaka Nadozie, bien sûr, la Nigériane. On l'a vu aussi lors de la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du Monde. Très, très impressionnante gardienne de but. Elle a été impressionnante cette saison aussi. Et c'était la gardienne de Paris FC qui remporte donc le titre de meilleure gardienne de l'année sur le continent africain. On passe chez les jeunes joueurs. Lamine Camara, le joueur de FC Metz titulaire,
indiscutable dans son club, 19 ans seulement Tanguy, et c'est lui qui remporte donc le titre de jeune joueur africain sur les images, le jeune joueur sénégalais qui a fait forte impression cette saison en remportant assez de titres avec l'équipe nationale du Sénégal. Je vais parler de l'équipe des catégories d'âge de moins de 20 ans. Il a également évolué avec l'équipe du Chan qui a aussi remporté la compétition. Chez les dames, c'est Nesrine Elchad qui remporte le titre de la joueuse de couloir, bien sûr. C'est aussi illustré et a donc été, je dirais, sélectionné, sinon retenu par les jurys. On va passer maintenant chez les entraîneurs. Comme pour dire, voilà, après le joueur, il y a ceux qui les forment aussi. Et donc, dans la tête. De toutes les façons, Walid Regragui, c'est indiscutablement le meilleur entraîneur africain de la saison pour avoir conduit le Maroc jusqu'en demi-finale, je dirais, une demi-finale historique pour le continent africain, pour la première fois de l'histoire du continent. Après donc ses performances avec le Wydad où il a remporté la Ligue africaine des champions, il a été promu entraîneur du Maroc. Et pour sa première sortie, sa première grande compétition, il va jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Très, très impressionnant, Walid Regragui, qui logiquement est couronné meilleur entraîneur, homme de l'année 2023. Chez les dames, c'est Désiré Ellis. On n'en parle plus, la Sud-Africaine, toujours présente au grand rendez-vous. Et c'est elle qui remporte ce titre pour le compte de Elle n'a pas grande allure de football, hein, quand on la voit. Non, pas du tout. L'entraîneur n'est pas fait pour être joueur et musclé comme... Enfin, musclé... Non, l'entraîneur, c'est après carrière. Et donc, voilà. Donc, elle a maintenant tout je dirais, le temps, son temps libre à s'occuper, à courir. Absolument. Il faut le dire, il y a deux pays qui ont plané, je dois dire, sur ces Café Awards. Le Nigeria et le Maroc. Et le Maroc, oui. Et surtout le Nigeria qui a remporté pas mal de prix, notamment la sélection nationale, la meilleure joueuse, le meilleur joueur, la meilleure gardienne, etc. chez les dames. Donc, le Maroc a remporté 4 titres. 4 titres, notamment. Oui. Tanguy, donc c'est l'essentiel à retenir ce matin concernant la CAF Award. On va rester sur le continent et parler de la Ligue africaine des champions, la 3e journée. Les rencontres de la 3e journée ont été disputées ce week-end. On fait le point très rapidement. Madiama Sporting Club du Ghana était à domicile face à Young African Score. 1 but partout entre les deux formations. Il y a donc le nul de 0 but partout entre Al-Ahli et le CR Belouizdad. Étoile Sahel s'impose 1 but à 0 à Al-Hilal. Bien sûr, Al-Hilal du Soudan. Et puis, Galaxy s'incline à domicile face à Sek Mimosa, 2 buts à 0. Il y a le match nul entre TP Mazembe et Nouadhibou, 0 but partout. Le Wydad AC s'impose 1 but à 0 face à Simba Sporting Club de la Tanzanie. 0 but partout entre Petro Luanda et Espérance Sportive de Tunis. Et puis Mamelodi Sundowns et Pyramide de l'Égypte se séparent aussi sur le score de 0 but partout. Au niveau de la Coupe de la Confédération, on va aller très rapidement. Zamalek s'impose à Zagrada Esperança 1 but à 0. Abou Salem s'impose aussi sur le même score à Soar, cette formation guinéenne, 1 but à 0. Rivers United prend le dessus sur le club africain, 1 but à 0 aussi. Il faut noter la victoire de Al-Ahli de Benghazi, 2 buts à 1. C'était face à Sport United, le club sud-africain en difficulté dans la compétition. Ça fait donc 2 défaites pour cette formation de Sport United. Académica de Lobito s'incline à domicile, 2 buts contre 3 face à Dream FC. La Renaissance sportive du Berkane bat les Diables Noirs sur le score de 2 buts à 0. Il y a la victoire de l'USM Alger, 1 but à 0 face à Modern Future. Et puis pour finir, chez Kokone et le Stade malien se séparent 0 but partout. C'était une rencontre qui a eu lieu en Afrique du Sud entre les deux formations, entre la formation malienne et la formation sud-africaine. Tanguy, on revient au pays pour parler de la 11e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Il y avait la rencontre en retard entre Ayema et la jeunesse sportive de Ouida. Ça, c'est au niveau de la zone D, la zone OM Plateau. Ayema et la jeunesse sportive de Ouida se sont séparés dos à dos sur le score d'un but partout. C'était donc hier soir, cette rencontre entre les deux formations. Sur le vieux continent en Europe, la Ligue des Champions revient pour la 6e et dernière journée des rencontres de groupe. Ce soir, on aura à partir de 18h45 Racing Club de Lens face au FC Séville, rencontre qui aura lieu bien entendu en France. Et puis de l'autre côté, aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven affrontera Arsenal. On est toujours au niveau du même groupe. Union Berlin jouera à 21h face au Real Madrid. Pendant ce temps, Salzbourg sera à domicile en Autriche pour affronter le Benfica.
Naples accueillera Braga-Naples qui sera certainement avec Victor Osimhen qui va certainement rejoindre son équipe pour cette explication. L'Inter de Milan sera donc à San Siro pour affronter la Real Sociedad. Copenhague aura pour adversaire Galatasaray. Et pour finir, Manchester United sera l'adversaire du Bayern Munich. Manchester qui a obligatoirement besoin de victoire pour rester en Europe, soit en Europa League ou peut-être se retrouver poursuivre l'aventure de la Ligue européenne de champions. Cela dépendra également du résultat entre les autres adversaires de cette formation. C'est bien sûr Copenhague et Galatasaray au niveau de cette poule. Voilà l'essentiel pour cette Ligue européenne des champions dont la 6e journée démarre ce soir. On termine Tanguy avec le handball. Les phases de groupe sont terminées. C'était donc hier avec assez de rencontres disputées. Le Congo était face au Chili, score 24 pour le Congolais qui s'impose 24-21 et donc composte le billet qualificatif pour les quarts de finale. Le Cameroun et le Sénégal on se sont aussi affrontés avec la victoire à l'issue de cette explication du Sénégal 22-20. L'Iran s'incline face au Kazakhstan 33-29. Le Japon prend le dessus sur la Serbie 22-20. Il y a donc la victoire de la Roumanie face au Pologne 27-26. L'Islande s'impose à la Chine 30-23 et puis la Croatie s'incline aussi face à la Hongrie 23-22, juste un seul but d'écart. Il faut noter la victoire du Danemark face à l'Allemagne 30-28 et puis le Paraguay qui bat Groenland 21-19. La dernière rencontre de cette soirée, c'était hier 11 décembre, c'était entre la Suède et Monténégro. La Suède qui l'emporte face au Monténégro 32-25. Les deux équipes quand même sortent de la compétition. La suite, ce serait les quarts de finale à partir de ce jour, 12 décembre. La France affrontera à 17h30 la République tchèque et puis les Pays-Bas à 20h30 seront face au pays hôte, la Norvège. Demain, on aura donc deux rencontres également comptant pour les quarts de finale. Ce serait entre la Chine et le Chili à 18h. Et puis le seul représentant africain qui a passé ce premier tour, c'est bien sûr le Congo qui aura pour adversaire l'Islande à partir de 20h30. Un nouveau prêt. En tout cas pour les amoureux du handball. Ali Moumouni, merci. À demain, Tanguy. Ah ben tiens, j'allais oublier. Quand est-ce qu'on passera les Café World pour les reporters sportifs? De toutes les façons, il faut noter quand même qu'il y aura une innovation à partir de la saison. À partir de la saison prochaine, pour donc ainsi dire, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a martelé qu'il faut donc inclure les arbitres et donc l'année prochaine, on aura la nomination des meilleurs arbitres. De toutes les façons, on attend que la CAF pense aussi aux arbitres, sans quoi pour le moment, c'est l'AIPS qui s'en occupe. Parce que ce n'est pas du tout juste. On est là chaque matin, on parle d'eux, on n'a pas de CAF, on n'a pas de Word. Voilà. On espère bien qu'on fera... Oui, les journalistes, c'est toujours les derniers acteurs à qui on pense, même s'ils font pratiquement tout le boulot de visibilité des activités. On espère vraiment. Merci beaucoup, Ali. Vous passez une très, très bonne journée. Merci, Tanguy. Mesdames et messieurs, je parlais justement des journalistes. On va parler de nous-mêmes maintenant. Voici donc l'invité ce matin. Michel Aouno est directeur de publication du journal Palmarès, mais il vient ici dans ce studio ce matin avec une autre casquette, celle du responsable du comité facilitation cadre de presse. Monsieur Aouno, bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Bonjour, cher confrère Tanguy. Vous êtes là pour qu'on parle un peu du processus envisagé qui organise les prochaines élections, qui vont désigner notamment les représentants de la presse au sein de la prochaine HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Vous êtes sorti récemment, vous avez fait une conférence de presse pour dire qu'il faut éviter d'utiliser la carte nationale d'identité comme élément de preuve pour s'inscrire sur cette liste électorale-là. Pourquoi? Merci, cher confrère Tanguy. Je voudrais que nous puissions avoir une pensée pieuse pour tous nos confrères qui sont en souffrance en ce moment, de par la mauvaise foi politique qui a toujours manqué pour qu'on puisse sortir les journalistes de la situation de précarité. Et une mémoire pieuse aussi pour ceux qui nous ont quittés dans des conditions vraiment dramatiques. Avec un cas assez récent. Avec un cas assez récent. Samedi dernier, Loge Gandarou nous a quittés. Alors,
Vous avez la question que vous posez. Je vais vous dire que la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, c'est une institution qui est chargée, et là, je dis ce que la Constitution a prévu, qui est chargée de promouvoir. Les gens n'ont qu'à voir ce que ça veut dire, le verbe promouvoir. De promouvoir et de défendre la liberté de la presse et de réguler les médias. La première mandature de la HAC, c'est depuis 1994. On a vu des mandatures de la HAC qui sont passées. Ne sont pas la première mandature, on n'est pas à la création de la HAC. Ça veut dire que l'institution, on connaît déjà le mode de fonctionnement. Il y a une loi organique. La première loi organique, c'était la loi organique de 1992, la 92-21, qui a été modifiée entre-temps. Et après, ça a été abrogé l'année dernière, en 2022, à l'adoption de la nouvelle loi organique, que j'ai sous la main ici. Donc, l'institution HAC n'est pas voilà, et n'est pas au-dessus de la loi. Maintenant, vous avez pas la question que vous avez posée, vous avez demandé pourquoi nous sommes en train de crier pour dire qu'on ne peut pas parler de la carte d'identité en lieu et place de la carte de presse. Pourquoi? Parce qu'au cours du renouvellement d'une des mandatures de la HAC, je crois, ça devait être en 2009, nous avons eu des difficultés parce qu'on n'a pas pu identifier qui sont professionnels des médias et qui sont ceux qui ne le sont pas. Parce que des gens se sont infiltrés dans nos rangs. Et rien que pour des causes électoralistes, des gens parmi nous sont capables même de faire intégrer des soudeurs, des mécaniciens. Or, ceux-là crient tous les jours pour dire qu'il faut travailler à assainir. Mais ceux qui parlent d'assainissement depuis des années n'ont rien, n'ont posé aucun acte pour assainir. Alors, qu'est-ce que nous nous disons? Cette commission électorale Syria HAC, qui a organisé ces élections, je suis membre des associations depuis 2004. Je sais de quoi je parle. Donc, je ne suis pas un parvenu quand je parle. Alors, dans le rapport d'activité, comme recommandation, c'est la commission même qui a fait la recommandation pour dire, au regard de ce que nous avons traversé pendant ces élections-là, que pour nettoyer l'écurie et voir clair dans la situation, il faut désormais que ce soit les professionnels des médias, détenteurs de la carte de presse, qui soient reconnus comme électeurs et éligibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voulez candidater, si vous n'êtes pas détenteur de la carte de presse, c'est que vous n'êtes pas un électeur. Mais celui qui n'est pas un électeur ne peut pas être un éligible. Alors, cette commission dont je vous parle, qui a géré les élections de 2009 pour le compte de nos représentants à la HAC, a été présidée par un conseiller qui est en fonction actuellement, qui a recommandé ce que je vous dis là. Oui, mais on ne va pas personnaliser. Mais non, c'est pas une façon de personnaliser. Il doit y avoir alors, les réalités, les objectifs et surtout l'idéal. Même en avançant, oui. Lorsque ça s'est passé comme ça, en 2014, quand nous nous sommes retrouvés aux deuxièmes états généraux, à la tour administrative de Cotonou, en face de l'URTB là, on a dit que désormais, c'est la carte de presse. Et comme par hasard, un an plus tard, en 2015, le Code de l'information et de la communication, la loi 2015, à l'article 21, a précisé que la qualité de journaliste est reconnue et attestée par la détention d'une carte de presse. Comment se fait-il que l'institution qui est chargée de réguler les médias veuille maintenant qu'il y ait un autre instrument pour reconnaître l'acteur des médias en dehors de ce que la loi a prévu? Oui, mais il peut y avoir des contingences, il peut y avoir des réalités sur le terrain. Vous saviez quelle est la difficulté que nous avions eue pour avoir les dernières cartes de presse qui ont été distribuées. Vous savez très bien que beaucoup de confrères qui sont réellement des journalistes et qui sont officiellement dans des organes de presse ont été laissés en rade. Vous savez qu'actuellement aussi, il y en a qui se mobilisent, qui constituent les dossiers pour aller les déposer. Alors, d'ici à là, c'est pas évident qu'ils aient accès à leur carte. Comment est-ce qu'on fait avec Si ceux-là n'ont pas accès à leur carte, c'est encore de la faute de la HAC. Et c'est ce que nous dénonçons. Comment ça? Il y a eu des difficultés pour l'établissement de la carte. Et ça ne dépendait pas de la HAC. Ça dépendait de la HAC. Comment ça? Mais nous étions passés ici, nous avons décrit tout ce qui s'est passé. C'est parce qu'il y avait des manœuvres pour ne pas sortir les cartes de presse. Et les manœuvres pour ne pas sortir les cartes de presse, c'est maintenant que ceux qui manœuvraient se font découvrir maintenant. Et c'est ce que nous dénonçons. Parce qu'on ne peut pas manipuler une institution de la République à d'autres fins. Parce qu'en réalité, je vais vous dire, les décisions de la HAC ne sont pas au-dessus de la loi. Il y a la hiérarchie des normes juridiques. Une décision de la HAC ne peut pas être au-dessus de la loi 2015. Une décision de la HAC ne peut pas être au-dessus de sa propre loi organique.
Et une décision de la HAC ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Alors, ce qui s'est passé pour les cartes de presse, on a fini par obtenir les cartes de presse en août dernier. Oui. Après qu'on soit obligé de déclencher un mouvement pour forcer la main à l'institution. Or, c'est sa mission de délivrer les cartes de presse. Alors, je vais vous dire, il y a des confrères éligibles sur la liste, mais qui n'ont pas jusqu'à ce jour obtenu leur carte de presse. Comment on fait alors si on veut aller aux élections, il faut qu'ils votent. Et la HAC n'a pas réagi. Ils sont sur la liste des éligibles et les cartes ont été livrées, mais ils n'ont pas retrouvé leur carte de presse dedans. À l'heure où je vous parle, il y a encore des confrères éligibles à la carte de presse qui n'ont pas obtenu leur carte de presse. Ça, c'est des choses qui doivent préoccuper la HAC parce que c'est sa mission. Puisque la loi organique à l'article 11 dit que c'est la HAC qui donne la carte de presse dans les conditions qu'elle fixe par décision. La décision dont on parle, c'est la décision. Et aucune des dispositions inscrites au chapitre 7 de cette décision, aucune de ces dispositions n'est respectée par la HAC. Parce que c'est quoi? Ce qui va au bénéfice des acteurs, on met ça de côté. Et on expose les journalistes comme des gens à pourfendre tous les jours. Or, les journalistes sont au service de la nation. Le travail que vous faites ici, vous êtes dans le privé, mais vous faites un service public. Et en contrepartie du service public que nous faisons, la loi dispose qu'on doit avoir accès à certaines facilités. Je vous dis par exemple que vous voyez par exemple, nous avons des confrères qui sont malades, mais qui ne peuvent pas se soigner parce que ne bénéficient d'aucune prise en charge. C'est la faute des journalistes. Ils ont des fêtières qui ne savent pas qu'il faut initier une mobilisation pour des mutuelles, non? Je crois qu'il y a une expérience qui a été lancée, je ne me rappelle plus exactement l'année, mais très peu de journalistes se sont inscrits pour participer à la mutuelle. L'expérience est morte par faute de financement. Je connais ce dossier aussi. Comment ça? Parce que, entre-temps, il y avait l'appui financier de l'État à la presse privée. Et donc, les organisations professionnelles, les organisations fêtières, bénéficiaient d'une subvention. Qui allouait justement à cette rubrique-là. Donc c'est dans ça que le projet de mutuelle a pu avoir un financement. Mais comme il n'y a plus l'appui de l'État, on ne sait pas où est-ce qu'on va trouver de l'argent. C'est une fausse excuse. Est-ce que ce n'est pas inconséquent de la part des professionnels eux-mêmes de dire, comme l'État ne nous donne plus, nous n'avons plus aucun appui, aucun partenaire, que ce soit localement ou international, pour nous appuyer pour notre propre santé? On y parviendra, chers confrères. Alors, lorsque nous parlons de la carte de presse, qu'est-ce qui a suscité notre colère? Notre colère, c'est le fait que l'institution veuille maintenant, dans un projet de code électoral élaboré en catimini, dire maintenant que c'est possible qu'on utilise la carte nationale d'identité. On va voir ensemble les éléments. La loi a déjà défini par quelle pièce on reconnaît le processus des médias. Donc nous disons qu'en aucun cas, on ne peut plus reculer et dire aujourd'hui que quand on a carte d'identité simplement, qu'on est journaliste, puisque la loi dit que si vous êtes journaliste, c'est la carte de presse qu'on vous demande. Et ça fait partie du travail que nous faisons, à savoir que lorsque un journaliste est détenteur de sa carte de presse, on doit pouvoir lui permettre de faire toutes les formalités administratives avec cette carte-là. Et nous avons salué la réforme qui consistait à confier le dossier à l'ANIP parce que c'est l'ANIP qui fait aussi les cartes d'identité. Ce qui a fait très bien les choses d'ailleurs. Mais malheureusement, les cartes sont sorties depuis août. Et la HAC même a mis dans la décision portant délivrance des cartes de presse, la HAC a mis en bas de la décision que les autorités du Bénin et celles des pays autres, c'est-à-dire en cas où le journaliste va voyager dans un autre pays, que, je vous cite ici, article 3, les intéressés bénéficient à ce titre de toutes les facilités et de tous les avantages liés à l'exercice de leur profession au Bénin et à l'étranger. Du mois d'août à décembre, chers confrères, la HAC n'a qu'à nous dire quels sont les journalistes qui ont bénéficié de quelques facilités que ce soit. Alors, chacun des journalistes. Non, voir qu'est-ce qui pas du tout. La HAC n'a pas à attendre les journalistes sur ça. C'est une institution qui a rendu une décision. C'est une décision que j'ai sous la main. Alors, quand une institution rend une décision, l'institution a les moyens de faire exécuter la décision. Donc, nous voulons dire à la HAC que c'est obligatoire que les dispositions qu'elle a mis dans sa propre décision soit appliquée. Mais aucun journaliste n'a encore dénoncé qu'il n'est pas bénéficié. Mais il y a un journaliste qui dénonce maintenant. C'est à cause de ça que nous sommes ici. Parce que tout le monde ne peut pas se lever au même moment. Il y a des gens, je ne suis pas seul, mais je porte la voix de ceux qui détiennent la carte de presse et qui trouvent qu'ils sont brimés tous les jours et qu'on ne veut pas reconnaître cette pièce que la loi a inscrite dans les dispositions et que la HAC même a écrit, c'est la décision.
c'est une partie de la décision parce que c'est volumineux. Donc, j'ai juste une partie ici. Alors, on va faire évoluer ces échanges. Hein? Alors, maintenant, ce qui nous a amené ici, c'est par rapport aux élections. Oui. Alors, la 6e mandature de la HAC qui est en fonction là, avec le président Moriti, le mandat prend fin en juillet 2024. Oui. Et la loi organique dit que le renouvellement de l'institution doit se faire au moins 1 mois avant la fin du mandat en cours. Ça veut dire qu'en juin prochain, on aura déjà fini de renouveler les membres. Alors, pour renouveler les membres, la loi organique dit que c'est 9. Sur les 9, les acteurs des médias vont désigner 3. Et la même loi organique dit que les 3 seront désignés par mode élection, par catégorie. Oui. Mais quand la loi organique dit ça, la révision de la Constitution qui est intervenue en novembre 2019, vous savez que la HAC était la seule institution de la République où le mandat était unique. Donc, à l'occasion de la révision de la Constitution intervenue en novembre 2019, il est dit maintenant qu'à la HAC aussi le mandat est renouvelable. Mais il y a un problème. C'est que la loi organique qui est venue après la révision de la Constitution n'a pas prévu les dispositions transitoires pour le mandat qui était en cours. Il y a des juristes à la HAC. Si ce que je dis est faux, les gens n'ont qu'à me contredire. Quel problème ça pose? Alors ça pose un problème. Si vous avez la loi organique qui n'a pas prévu des dispositions transitoires pour dire ce qu'il faut faire présentement, ça veut dire que ce que la loi a prévu, la loi a disposé pour l'avenir. Oui. Mais avant que l'effet ne soit rétroactif, c'est qu'il faut prévoir des dispositions transitoires. Or, la loi organique que j'ai sous la main ici n'a pas prévu de dispositions transitoires. Voici la loi organique. Il n'y a pas de dispositions transitoires. Voici les statuts. C'est la loi organique, ça. On a la loi organique qui est en vigueur. Il n'y a pas deux. Alors, chers confrères, quand c'est comme ça, cette même loi qui dit que le mandat est renouvelable, le législateur, en votant cette loi organique, n'a pensé qu'aux politiques. Mais a oublié qu'il y a 3 qui sont élus par le père et que nous avons les critères d'éligibilité. Il suffit d'installer juste la commission. Voilà. Comme elle est déjà. Non, ce qui a changé ici, ce qui a changé ici maintenant, c'est que par le passé, c'est les organisations professionnelles de la presse qui mettent en place une commission et on fait l'élection en notre sein. Mais il s'est fait qu'avec cette loi organique, la loi organique dit maintenant que c'est la Sénat qui va le faire. Mais curieusement, la même loi dit que la HAC va organiser avec l'appui technique de la Sénat. La même HAC qui veut organiser, c'est que dans cette même HAC, la Constitution dit maintenant que les gens peuvent renouveler leur mandat. Donc ça pose un problème. Maintenant, nous on dit, si par exemple, parmi les gens qui représentent les professionnels des médias, la HAC, qui sont encore en fonction maintenant, la même loi organique dit que lorsque vous rentrez en fonction à la HAC, vous devez cesser toute activité professionnelle, privée ou salariée. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi organique, j'ai la loi organique. Alors, lorsque vous, Tanguy Agoy, nous vous faisons confiance et que nous vous demandons d'aller nous représenter à la HAC, le jour où on vous installe à la HAC, vous cessez d'être journaliste à Canal 3. Vous ne pouvez pas faire les deux. Alors, quand vous cessez d'être journaliste à Canal 3, vous êtes journaliste, mais vous n'êtes plus en activité. Or, la réglementation de la carte de presse dit que la carte de presse, c'est pour le journaliste qui est en activité, dans un organe de presse ou en freelance. Et la HAC même a confirmé cela en rendant dans la décision, la dernière décision, les décisions portant des ventes et renouvellement des cartes de presse pour dire que les gens doivent apporter une pièce qui prouve qu'ils sont en activité. Comment l'institution qui a dit ça il y a quelques mois revient maintenant pour dire que maintenant, que même sans ça, que c'est possible? Nous trouvons qu'il y a de la manipulation et c'est inadmissible. Et c'est ce que nous dénonçons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on arrête tout, on ne fait pas d'élection, qu'est-ce qu'on fait? Ou on s'accorde seulement à la carte de presse? Non, on va faire... sont en difficulté et il n'y a pas accès. Non, la carte de presse est transversale. Oui. Quand nous parlons de carte de presse, nous allons parler de tous les sujets liés à la corporation. Parce que c'est la carte de presse qui est au cœur. Pour tout ce qui est rattaché. J'ai dit, si on valorise la carte de presse, on doit régler au moins à 80%. Justement, on a des problèmes par rapport à ça. Alors, à la valorisation de la carte. On va revenir là. Par rapport aux élections, vous avez demandé s'il faut faire les élections ou bien... Non, on va faire les élections. Avec quoi? D'accord, conformément à ce que la loi organique a dit. La carte de presse. L'esprit du législateur en votant cette loi, le législateur n'a pas dit que c'est la HAC qui va élaborer le code électoral. La HAC a dit l'appui technique de la Sénat. Mais dans la Constitution,
La HAC n'est pas une institution qui est chargée de faire élection. La HAC n'a aucune expertise en matière électorale. L'institution de la République qui a une expertise en matière électorale, c'est la Sénat. Donc le législateur n'a commis aucun péché de désigner la Sénat. Maintenant, la HAC veut fonctionner sans la Sénat. Parce que la HAC a élaboré un projet. Ça, c'est des procès d'intention. Hein, c'est pas des procès d'intention. J'ai les documents, chers confrères. Je n'ai pas de procès d'intention. Ils ont élaboré un projet de code électoral. Si ce que je dis est faux là, soumettre à la commission électorale. La HAC n'a qu'à soumettre à la commission électorale. Attendez. Ils ont élaboré un projet de document qu'ils ont même envoyé aux associations fêtières pour observation. C'est dangereux de fonctionner comme ça. Parce que la loi organique dit, avec l'appui technique de la Sénat, vous savez que l'élaboration du code électoral, c'est déjà partie du processus. Donc, à la table, on doit avoir les représentants de la Sénat, ce qui n'est pas le cas. Mais nous dénonçons le fait que la HAC veuille s'enfermer pour faire les choses en catimini. Il a été envoyé à la Sénat. Non. Répondez à la question, qu'est-ce qu'on fait? On arrête les élections? On maintient la carte? Non, nous irons aux élections. Si on maintient la carte de presse, non, nous irons, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas la carte de presse? Ceux qui n'ont pas la carte de presse. Mais le président, attendez, le président de la HAC a signé un communiqué le 4 août dernier pour dire que désormais le processus de délivrance de la carte de presse est dynamique. Que les professeurs des médias qui remplissent ces conditions n'ont plus besoin d'attendre un appel à candidature qui peut déposer leur dossier. Ce qui veut dire que ceux qui veulent obtenir leur carte de presse, ils peuvent consulter leur dossier et déposer. Et maintenant, quand ils vont déposer, il faut que la HAC qui a dit c'est dynamique puisse faire fonctionner régulièrement la commission d'études des dossiers. Mais je vais vous dire que depuis août à décembre, il y a certains dossiers qui ont été déposés, mais la commission n'a pas siégé à ce jour. Or, dans ces dossiers, il y a les casiers judiciaires qui expirent en 3 mois et la HAC sait. Ce qui veut dire que quand la commission va siéger après, on va encore demander à ces requérants de fournir à nouveau attestation, et de fournir à nouveau le casier judiciaire. Alors, ce que nous dénonçons, c'est pourquoi nous avons fait la sortie médiatique, c'est de dire à la HAC de nous laisser, nous, acteurs des médias, élaborer les règles de notre élection. Ce n'est pas une institution qui va élaborer le code électoral. Oui, mais vous n'êtes pas spécialiste des questions électorales non plus. Hein? Vous êtes journaliste et ça s'arrête là. Merci. On peut confier directement à la Sénat. Non, plutôt, non, la Sénat pour ce qui concerne la partie technique. Oui. Mais les associations fêtières de la presse ont une certaine expertise en cette matière parce qu'elles ont organisé depuis plusieurs années les élections en leur sein. Donc, nous avons déjà des dispositions que nous maîtrisons. Vous comprenez ce que je dis? Donc ça veut dire que par rapport à l'élaboration des tests, c'est nous qui allons dire ce qu'il faut. Et non que ce soit la HAC qui élabore. La HAC ne peut pas élaborer les tests pour nous. Michel Aouno, on va faire évoluer ce débat. J'ai une dernière question. Alors, vous vous êtes bataillé pour qu'on ait finalement la carte de presse, notamment en août dernier. Mais il faut bien qu'elle soit valable et qu'elle nous importe. Nous avons perdu un confrère récemment. Et nous étions allés présenter nos condoléances à la famille. Et entre autres, j'ai demandé si au moins ils ont signalé au CNHU que c'était un journaliste. Première chose. Et le confrère en question est détenteur de la carte de presse. Deuxième chose. Il n'a bénéficié d'aucune prise en charge de l'État. Toutes les dépenses ont été effectuées par sa famille jusqu'à sa mort. Et pourtant, la décision de la HAC portant réglementation de la carte de presse au chapitre 7 a dit que lorsqu'un journaliste a des ennuis de santé, s'il va dans des hôpitaux publics, il a droit à une prise en charge sanitaire à hauteur de 70%. Oui, et que si le pire arrivait... Attendez. Il faut des dispositions pour informer. Les dispositions qu'il faut, c'est la HAC qui doit nous aider à faire ça. Oui. Mais la HAC, ce n'est pas des dossiers qui intéressent les conseillers de la HAC. Et c'est ça notre colère. Mais vous ne siégez pas avec eux, vous ne pouvez pas savoir tout ce qui les intéresse. Chers confrères, il n'y a rien de plus important pour la HAC que ce que moi je suis en train de dire là. Parce que vous allez voir que quand le président de la République a supprimé le ministère de la Communication à la formation du deuxième gouvernement, quand on a posé la question, le président de la République a dit qu'il estime que c'est la HAC qui est l'institution qui est chargée donc de gérer tous les problèmes de la presse. Donc moi je ne sais pas pourquoi les gens trouvent intriguant qu'on parle de la HAC. Si les journalistes ne parlent pas de la HAC, ils ne peuvent plus parler de notre institution. L'institution là gère notre vie professionnelle. Donc nous devons parler d'elle. Si quelqu'un est gêné qu'on parle de la HAC, alors il ne faut pas que la personne veuille rester à la HAC.
Nous devons parler de hack et nous devons nous savoir quelles sont les démarches que vous menez actuellement pour aider les gens, pour aider les institutions, pour aider les structures à reconnaître la valeur de la carte de presse afin de permettre aux journalistes d'accéder aux intérêts que cette carte leur accorde. Et nous faisons déjà de la sensibilisation au niveau du comité de facilitation. Là maintenant, nous avons écrit déjà à tous les préfets parce que à notre dernière sortie par rapport aux avantages de la carte de presse qui ne sont jamais faits, nous avions déjà alerté. Et après ça, nous avons voulu faire une tournée au plan national. Et faute de moyens, nous avons pris des contacts. Et là maintenant, nous venons d'écrire au préfet. Et parce que le préfet, il est l'autorité, il est dépositaire du pouvoir dans le département. Et tout ce qui est formalité administrative, je pense que si nous allons voir les préfets avec ce que les tests ont prévu, ce que nous demandons, nous n'inventons pas. Il n'a qu'un pouvoir qu'on lui a prêté, qu'on lui a concédé. Non. Il doit rendre compte, il fallait passer plus haut que par le préfet. Non, pas du tout. Le préfet a un pouvoir. Ah oui? Au plan administratif. Au plan administratif, le préfet a un pouvoir. Et ce que nous demandons de faire, ce n'est pas qu'on a inventé. Il suffit de montrer, voici ce que les tests sont prévus pour nous. Mais on n'a pas ça. Aidez-nous. C'est tout ce que nous, s'en va demander. Il faut faire des démarches, il faut sensibiliser. Parfois, quand vous discutez avec les gens, ils sont étonnés même d'apprendre de vous qu'il y a tout ça. Dans tout ce que moi j'ai fait jusque-là, je vois même des personnalités, des gens importants qui disent « Ah, c'est vrai ». J'ai dit « Mais c'est vrai, voici ». Mais ce n'est pas bon ce que nous vivons. Il me semble qu'il y a des gens qui se réjouissent de la précarité des journalistes, mais qui sont toujours les premiers à solliciter les services des journalistes. Nous avons là maintenant des confrères qui sont malades, qui ne peuvent pas se prendre en charge. Nous sommes disponibles justement pour les satisfaire aussi. Pour tout ça. Alors, le message important pour lequel je suis passé ici ce matin, c'est de demander à la HAC très respectueusement de reculer. C'est ça. De nous laisser organiser les choses pour faire l'élection. Et que ce n'est pas la HAC qui a une expert. Il n'y a pas d'urne à la HAC. Il n'y a pas d'isoloir à la HAC. Il n'y a pas de cadre expert électoral à la HAC. Rédaction de presse. Donc, c'est pas pour rien que le législateur a désigné la Sénat. Donc, la Sénat doit être à cette table. Oui. Et je voudrais demander aux responsables des fêtières. À la HAC, ce que nous leur recommandons, c'est de demander à la HAC où se trouve la partie Sénat. La rencontre doit être tripartite. S'il n'y a pas la partie Sénat, très respectueusement, nous leur demandons de Michel Aoulon, du comité de facilitation carte de presse, merci beaucoup d'être passé sur l'Actu Matin. Merci, cher confrère, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre juste après nous un magazine réalisé sur un plat spécial, notamment de Godje dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un magazine de 13 minutes que je vous invite à suivre. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Pour commencer, on pourrait s'embrasser, te faire un gros câlin. Bonsoir. Salut. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Ah. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments.
riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût. Chers téléspectateurs, bonjour. Ce mardi, nous sommes avec M. Samson Assoba, alias Oncle Sam Zigidi. Il est portraitiste. Avec lui, nous allons découvrir ce qu'est le portraitiste et le processus de réalisation d'un portrait. Oncle Sam, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Alors, qui est le portraitiste en fait? Le portraitiste, c'est un dessinateur, mais un dessinateur spécialisé dans la réalisation des êtres humains. Et il est beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire ce qui est vu est reproduit à 99%. Nous sommes avec vous ici à l'hôtel Azalaï de la plage de Cotonou, où vous travaillez. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Vous allez constater comment je réalise un portrait d'un personnage. Il y a des gens qui viennent à des conférences, qui commandent des portraits. Il y a des gens, je suis le portraitiste de la maison. Donc, il y a des gens qui commandent des portraits ou bien il y a même des gens que j'ai capté. Leur physique m'a attiré et j'ai capté leur image dans mon esprit et je reproduis facilement et je les surprends à la fin de mes réalisations. Donc, on va aller vers la table voilà. Pour voir un peu comment ça se passe. Voilà. Alors, Oncle Sam, on va là devant un papier blanc. Dites-nous, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la toile du portraitiste. D'accord. Ici, par exemple, c'est un conférencier qui est venu pour un événement. Je vais essayer de le reproduire rapidement devant vous. D'accord. Vous voyez, il est dans une position et on le voit. Je peux démarrer le dessin dans n'importe quelle position. Je peux démarrer par la tête comme je peux démarrer par le bras. Donc, bon, je suppose que je démarre par le bras. Donc, vous voyez, il est dans une position comme ça. Et vous voyez le bras. Donc, ici, je suis en train de faire du rough. C'est du rough drawing. C'est-à-dire, ici maintenant, vous voyez que ce n'est pas contrôlé le dessin. Je suis en train de faire le dessin. Et je vais ajuster tout après. Ça évolue, hein? Oui, le dessin continue d'évoluer. On peut démarrer un dessin par l'endroit qu'on veut, soit par la tête, soit par le pied, soit ou par la bouche. C'est ce en quoi on se sent équilibré. Voilà. Voyez? Alors, Oncle Sam, dites-nous comment est née cette passion pour cet art? Moi, depuis mon enfance, j'aimais dessiner. Et ça a commencé par grandir, surtout quand j'ai vu DiCaprio dessiner dans Titanic. Je suis devenu fou du dessin. Et avec le temps, ça a commencé par être rentable pour moi. Donc, j'ai évolué dedans jusqu'à ce que je suis à un moment donné, je suis devenu l'illustrateur du ministère de l'enseignement maternel et primaire, où j'ai réalisé les dessins dans les livres programmes pour l'expérimentation de l'anglais au programme. Donc, le dessin, c'est une autre partie de moi, parce que je suis aussi professeur certifié en anglais. Maintenant, l'art, je dirais que je suis né avec. Et j'ai découvert ça, j'ai découvert ce talent en moi, et j'ai grandi avec. Oncle Sam, vous êtes aujourd'hui portraitiste. Dites-nous, combien d'années de formation avez-vous fait ou bien vous n'en avez pas fait? Moi, je n'ai jamais appris à dessiner. Personne ne m'a jamais appris à dessiner. Ça peut vous prendre combien de temps? Il n'y a pas de temps, hein. C'est une affaire d'inspiration. Ça peut aller à partir de 15 minutes jusqu'à 1 heure, 2 heures. C'est une question d'inspiration. Voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, comme vous le constatez, Oncle Sam est en train de finaliser le travail. Il a pris 30 minutes environ pour réaliser le portrait. Dans quelques minutes, vous verrez l'œuvre achevée. Oncle Sam, votre portrait, vous pouvez l'amener vers moi. Et voilà, l'œuvre achevée, le portrait réalisé. C'est vraiment très beau.
dites-nous, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce que vous faites? Oui, il y a des difficultés. Nous sommes en Afrique, on n'est pas en Europe. L'Africain, il faut le convaincre avant qu'il n'achète l'art. L'Européen, il sait déjà l'utilité de l'art. Donc, ce sont ces difficultés que l'artiste rencontre très tôt en Afrique, spécialement au Bénin. Mais peu à peu, les gens sont en train de comprendre avec les campagnes du chef de l'État dans ce sens, le tourisme et tout ça. On comprend que l'art aussi contribue à la beauté de notre environnement, de notre maison, de notre ville et tout ça. Et ça a commencé par être un métier ici au Bénin. Est-ce que le métier vous permet de vous épanouir? Oui, ce qu'on met d'abord dans l'épanouissement, c'est la satisfaction morale. Quand quelqu'un te commande quelque chose et à la fin, toi tu es là et tu vois la personne en train de sautiller avec toute sa famille, tous ses amis et tous ses admirateurs. Donc tu vois que toi aussi tu as donné une contribution à l'humanité, la joie. Comme un artiste qui chante, comme un écrivain, tu as accompli quelque chose de magnifique. Maintenant, de l'autre côté, la satisfaction, l'épanouissement, c'est d'abord financier. Si tu n'arrives pas à avoir les sous qu'il te faut, tu n'es pas content. Mais le portrait, depuis un certain moment, a commencé par être une source de revenus pour beaucoup de talentueux qui s'aventurent sur ce terrain. Donc, l'épanouissement, oui, parce que ça peut t'aider à payer les charges de la vie quotidienne. Donc, et là où l'épanouissement devient vraiment gigantesque, c'est quand on réussit à avoir une ouverture internationale. Alors, Oncle Sam, dites-nous, est-ce que vous formez des gens au métier? Bon, en réalité, je n'ai pas encore commencé une formation proprement dite. Pourquoi? Parce que quand on parle de formation, il faut de l'espace, il faut les équipements, il faut des apprenants, tout un tas de trucs et une communication appropriée pour la chose et aussi la disponibilité. Donc je suis en train de prévoir tout ça d'ici 2024 pour avoir des ateliers de formation. Et ce n'est pas seulement le dessin, parce que je suis réalisateur, producteur de jouets africains. Parlant de projets, est-ce que vous en avez, Oncle Sam? Oui, j'ai des projets de réalisation des histoires, des contes et aussi des projets des ONG, c'est-à-dire accompagner la lutte contre le changement climatique à travers des œuvres visuelles comme ça, ou bien accompagner le mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes et aussi raconter une grande partie de notre histoire, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Bénin, l'histoire du Rwanda-Bomé, des histoires oubliées. Donc il faut une compétence artistique de portraitiste pour réussir cette mission. Donc j'ai des projets, j'ai énormément de projets à partir du moment où je suis promoteur de l'art archéologique. Nous sommes à la fin de l'année et j'invite beaucoup plus les mariés, ceux qui offrent des cadeaux à leurs directeurs et tout, de passer dans notre locaux ici, à Zalaï, voir l'artiste de Zalaï Hotel pour des projets de réalisation des portraits surprises. Et vous étiez venu la semaine passée et on a fait ce programme. Votre image est vraiment restée dans ma mémoire et j'ai griffonné quelque chose. Wow, quelle surprise! Wow! Voilà. Donc, voilà. Donc, vous venez de subir ce que les autres ont l'habitude de subir quand ils viennent à la conférence et ils ont leur truc. Voilà. C'est un plaisir. Eh bien, chers téléspectateurs, je rappelle que nous étions en compagnie de M. Samson Assogba, alias Oncle Sam Zigidi. Il est portraitiste. Avec lui, nous avons découvert le métier, le processus de réalisation d'un portrait. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi prochain.
Patrice Talon sera en Martinique à partir du 13 décembre prochain. Qu'est-ce qu'il y va faire? Il va faire un tour notamment sur le plan culturel parce que, souvenez-vous, l'ancien roi d'Abomey, résistant à la colonisation, est passé par là-bas avant son décès. Alors, quel lien peut-on faire avec la politique de promotion culturelle et touristique actuelle? Quels sont les intérêts de cette descente-là de Patrice Talon là-bas? On va commencer à en discuter déjà avec les débatteurs qui sont là. Franck Aounou, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Patrice Talon va en Martinique. C'est bien. Non, je pense que il y a un programme assez intéressant au plan culturel qui va se dérouler de l'autre côté. Vous savez que depuis que nous avions organisé le retour de nos trésors royaux et puis l'exposition qui s'en est suivie au Palais de la Marina, au ministère de la Culture à travers l'Agence du développement des arts et de la culture, il y a cette idée d'aller vers des expositions, n'est-ce pas, dans d'autres pays. Je pense que il y a eu l'étape du Maroc où cette exposition avait été faite et qui a suscité aussi véritablement beaucoup d'intérêt. Je pense que c'est dans cette même idée qu'une exposition se fera aussi également du côté de la Martinique. Après, nous savons en termes de proximité culturelle, les liens assez forts que nous avons avec ce pays. Vous allez forcément retrouver aussi dans ce pays nos descendants qui y sont restés et qui certainement trouveront assez d'intérêt de vivre cette exposition avec des artistes autant qui vont quitter le Bénin, mais aussi qui seront également de l'autre côté. Donc je pense que le chef de l'État y participe et nous savons combien lui il est attaché à l'art. Récemment il était en France, il a assisté également à l'exposition d'un jeune peintre et tout ça, il allait le soutenir. Voilà. Donc je pense que c'est le nœud même de ce déplacement, cette exposition Art du Bénin, qui à nouveau va mettre des projecteurs sur les talents béninois en termes d'art, et Dieu seul sait combien nous en avons et combien nous essayons de promouvoir à l'échelle internationale. C'est ce qu'il faut saluer et davantage espérer qu'après la matinée, j'ai évoqué l'étape du Maroc qui a également d'autres destinations. Ça permet aussi à nos Béninois de la diaspora qui n'ont pas eu concernés par, de se sentir concernés par tout ça, qui n'ont pas eu l'opportunité entre-temps de descendre au Bénin et puis de voir cette exposition. Après, je pense dans une conférence de presse, il a été précisé qu'il ne sera pas question aussi d'exposer nos trésors royaux. Il sera plutôt question de... Cela avait été annoncé à grand bruit. Entre-temps, la rumeur avait établi que là-bas, il y aurait les 26 objets ou œuvres d'art. Ce n'est pas le cas. Apportés. Ben voilà, on a donc quelques certitudes là-dessus. Oui, Franck. Non, je pense que si on doit s'en tenir un peu aux explications données, le chef de l'État va du 13 au 17 en Martinique pour... disons, rester toujours dans la droite ligne de la dynamique engagée par le Bénin, de valoriser, disons, ce que nous avons comme valeur matérielle et immatérielle, mais également la création contemporaine, tout ce que nous avons commencé par faire ces dernières années pour valoriser notre culture. Et en choisissant la destination Martinique, moi je pense que ce n'est pas anodin, puisque les deux pays, disons, pays partagent des réalités culturelles parce que, comme vous l'avez dit, le roi Béhanzin a été déporté, exilé dans une ville martiniquaise, Fort Militaire, si je ne me trompe, lorsqu'il résistait à la pénétration étrangère et tout. Et donc, dès que vous allez là-bas, vous trouvez des traces de la culture béninoise. Et ces traces-là constituent aujourd'hui des valeurs, constituent le patrimoine du Bénin qui se trouve hors des frontières du Bénin. Et donc, en allant là-bas, je pense que c'est pour raviver un peu la flamme de la culture béninoise, la flamme de la culture africaine, parce que quand on parle de Béhanzin aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Bénin, c'est
un résistant africain, un peu comme d'autres dans d'autres pays qu'on cite très souvent. Et donc, on va là-bas pour revoir les choses, pour fouetter un peu la culture. Et moi, je pense que à l'issue de cette visite, on pourra nouer des accords. On ne va pas toujours voyager pour parler politique, pour parler crise. On ne va pas toujours voyager pour parler des problèmes. Il y a également des choses que nous pouvons partager qui vont nous permettre de nous ressourcer en termes d'histoire que nous avons, en termes de ce que nous avons fait par le passé, ce qu'ont fait les autres aujourd'hui et dont nous nous bénéficions. Je pense que c'est très important. Et moi, je pense que on doit pouvoir s'organiser de telle sorte que ce soit de façon, disons, périodique. Ou nous qui ne savons pas, ceux qui n'ont pas la chance d'aller en Martinique, ceux qui n'ont pas la chance peut-être de venir au Bénin ici de l'autre côté, qu'on puisse vivre ces choses-là à travers les expositions, à travers, pourquoi pas, des colloques qu'on peut organiser, auxquels les gens peuvent participer, mais que cela ne s'arrête pas seulement à des visites, parce qu'au retour, on va nous faire un point, peut-être le ministre de la Culture ou bien le ministre des Affaires étrangères, on va nous faire un point et puis ça s'arrête là. Le reste, on n'aura pas véritablement permis aux Béninois de savoir que nous avons par exemple, là où le roi Bianzin a été déporté quand il a été capturé, ainsi de suite. Comment est-ce que les... capturé, il s'est rendu. Bon, il s'est rendu, c'est vrai. Lorsque vous allez là-bas, qu'est-ce qui prouve qu'il a vraiment atterri sur cette terre-là et tout? Nous, on a besoin de le savoir, on a besoin... Est-ce qu'ils en ont gardé des traces? Peut-être que, l'homme, il est passé, c'est quand même un souverain lointain. Si on fouille bien, ça ne va pas manquer. Parce que si on en parle aujourd'hui encore, c'est qu'ils ont la possibilité... Oui, d'accord, la Martinique, on a quelques ressemblances en termes d'héritage historique, en termes d'héritage culturel, on a quelques proximités, on a... je dois dire quelques proximités aussi en termes donc de situation économique et démographique, si vous voulez. Mais est-ce que c'est la même concentration d'attention sur le volet culturel, sur le volet touristique? Qu'est-ce que nous irons apprendre à part nous montrer là-bas, Franck? Non, on va beaucoup apprendre. Il y a ce qu'on appelle coopération nord-sud, coopération sud-sud. Dans les pays du sud, on peut partager beaucoup de choses. Moi, je pense que lorsque vous évoquez, par exemple, les villes comme la Guadeloupe, lorsque vous évoquez, il y a une autre ville dont on parle très souvent, la Désirade, il y a leur façon de faire, leur façon de mener leur culture, leur façon de mettre en valeur ce qu'ils ont de plus chez moi. J'aime beaucoup cela. Et s'il m'était donné, par exemple, l'occasion de choisir des villes à visiter dans le monde, moi, ça fait partie des villes que je vais visiter. Un peu comme quand vous allez dans d'autres pays, il y a des festivals qui sont organisés et à travers le monde, lorsque vous parlez de ce festival, les gens reconnaissent cela à ces pays-là. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à partager. On n'ira pas là-bas que pour se montrer, mais nous allons discuter comment valoriser les cultures. Il y a des choses là-bas que nous pouvons peut-être tricher en termes d'organisation autour de leur culture, parce que ce sont des gens qui véritablement prennent beaucoup de temps, prennent beaucoup de jours, prennent parfois même des semaines à ne parler que culture. Vous les voyez dans les rues, vous les voyez organiser des spectacles et tout le monde est lancé dedans. Ça n'est pas forcément le cas chez nous. Quelles sont les activités culturelles ici qui drainent véritablement du monde? Vous les voyez dans la rue, hein, on parle de carnaval, on parle de ci, on parle de ça, et vous les voyez, ils sont véritablement trempés dans leur culture. Ce sont des choses que nous pouvons faire ici, parce que ici, nous parlons politique du 31 décembre au 1er janvier. Et on est dedans. C'est pas long, hein? Mais c'est long, ça fait 24 heures, du 31 décembre au 1er. Ça non, de notre année, de l'année suivante. Du 1er au janvier au de l'année suivante. Décembre, oui. Parfois on s'insulte, parfois on rit, mais c'est trop crispé. C'est bien que nous introduisions quand même ces moments de culture-là qui embrasent tout le monde et on reste ensemble pour des laps de temps. Je crois que ça va changer un peu les habitudes aussi. Non, il y a bien de la matière. Vous savez, de façon universelle, on a toujours à apprendre de l'autre.
forcément, il y a toujours des éléments sur lesquels on peut mettre son regard et essayer de voir en termes de faisabilité ce qu'on peut copier. Mais nous parlons vraiment d'un pays qui a une riche histoire et qui, au fil des années, ont vraiment développé l'art de conserver, n'est-ce pas, ce qui constitue le socle de leur civilisation. Vous avez dans pas mal d'organisations internationales pour des questions de conservation de culture et des arts, beaucoup de Martiniquais. Parce que chez eux, ils ont vraiment pris le temps de travailler sur comment est-ce qu'il faut conserver ces richesses culturelles. Vous savez, si vous avez des produits touristiques et que vous n'êtes pas là de les conserver, au fil des années, vous perdez tout ça. Et ce qui peut-être nous manque ici au Bénin, ce n'est pas des produits touristiques que nous n'avons pas, mais nous n'avons pas su au fil des années les conserver comme cela se doit véritablement. Vous avez également dans tout ce qu'on peut voir comme architecture culturelle au Bénin, beaucoup d'experts qui sont venus de la Martinique et qui accompagnent la politique du Bénin au plan touristique. Et donc, on peut davantage profiter de cette présence, de cette exposition, pour mieux apprendre de ce pays en termes de conservation, histoire de voir dans notre pays, comment est-ce que nous pouvons mettre ça en pratique, mais aussi se ressourcer, parce que c'est aussi une terre chaleureuse qui garde toute la chaleur de cette histoire passée, qui nous lie justement, passant par l'esclavage et bien d'autres époques. Et ça peut aussi aider nos artistes qui vont se retrouver dans cet environnement, à s'imbiber de cette fraîcheur culturelle et certainement avoir d'autres inspirations, n'est-ce pas, à leur création. C'est vrai que ce dont nous parlons au plan économique, on n'y voit pas tout de suite dans l'instant ce que ça peut nous rapporter, mais c'est vraiment dans la durée. C'est des savoir-faire qu'il faut vraiment aller se partager. Maintenant que nous savons aussi que de notre côté, nos artistes ont beaucoup évolué dans la création, surtout les artistes contemporains, il y aura forcément ce brassage entre des artistes martiniquais et puis des artistes béninois en termes de partage d'expérience. Je pense que lorsque vous allez dans une ville où on parle de la culture, on parle de la culture martiniquaise qui est composée de mélanges de culture africaine, indienne, j'ai pu lire par exemple de culture sud-américaine, culture sino-libanaise. Vous voyez, c'est une concentration de réalité culturelle que l'on peut aller découvrir. Et ici, par exemple, lorsque vous allez dans le Septentrion, la culture, c'est pas la même chose que ce qui se passe ici, dans le sud du pays. Mais comment eux, ils ont réussi à arrimer tout cela, à en faire, disons, un visage qu'ils présentent au monde entier, où c'est devenu pratiquement quelque chose que l'on va voir, en termes de visite touristique. Moi, je pense qu'en allant là-bas, on peut également dire à nos experts en matière de culture de voir comment tout cela a été agencé, comment le mélange a été fait pour que, lorsqu'on parle de la Martinique aujourd'hui, tout le monde sait à quoi on peut s'attendre en termes de culture. Nous aussi, on peut le faire. Comment faire ce brassage-là entre les réalités culturelles de toutes les régions, dans le centre, dans le septentrion, dans la partie méridionale, et même aller dans certains milieux où on peut dénicher des valeurs culturelles, mais mettre tout cela ensemble pour en faire, disons, un tableau que l'on peut présenter comme culture de notre pays. Je crois que c'est une bonne piste que on va explorer là-bas, et le chef de l'État, bon, le connaissant, je crois qu'il va tenir les bons bouts pour que nous tirions beaucoup de profit de cette visite-là. Ça va être bien pour notre culture. En tout cas, on aura un œil attentif et une oreille attentive aussi pour voir tout ce qui va se passer là-bas entre le 13 et le 17, afin de revenir là-dessus, oui. Mais oui, mais nous partons déjà sur
l'assurance de ce que tout se fera bien, puisque les échos que nous avons reçus du côté du Maroc, c'était assez parlant, franchement. Moi, j'ai vu beaucoup de supports vidéo des Marocains ont vraiment témoigné de la qualité des œuvres des artistes béninois. Et maintenant que nous savons que le chef d'État lui-même effectuera le déplacement, et que nous savons qu'il nous a déjà habitués à une façon d'organiser les choses, que ce soit ici et bien d'ailleurs. Donc, moi j'estime que tout se passera bien, en tout cas pour l'image du Bénin. Allez, on va parler politique, puisque c'est jamais loin de nous. On va parler de la CEDEAO, de son dernier sommet, notamment celui du dimanche dernier. Les chefs d'État s'étaient revus, même si c'était un nombre réduit. Deux chefs d'État se sont proposés ou ont proposé leurs offices pour aller discuter avec les militaires de Niamey. Il s'agit notamment du Togolais Yassingbe et du Sierra Leonais Madabio. On va observer un peu leur profil pour savoir si vraiment ils peuvent discuter, ils peuvent avoir l'oreille attentive, je dois dire, des putschistes là-bas sur place à Niamey. On peut déjà commencer à se frotter les mots quand on a vu les dernières actualités côté Lomé, où quand même le chef de la junte à Niamey a fait une visite, et puis il y a même eu une proposition d'idée d'ouverture d'ambassade, notamment dans la capitale togolaise. On peut se dire, tiens, c'est le bon bout avec le président togolais, Franck. Oui, pourquoi pas. Et depuis le début, vous avez vu la posture adoptée par Faure Yassingbe sur la question. Il n'est pas resté aussi tranché sur la question nigérienne, sur tout ce qui se passait à Niamey depuis le 26 juillet. En tout cas, il a été très discret, en tout cas. Il a été très discret. Il a adopté une position très prudente. Et je crois, en acceptant de l'envoyer pour discuter, on a bien fait de l'accepter, lui et puis le président sierra-léonais. Et il y a une certaine ouverture déjà à son niveau. Et je pense que lui n'est pas aussi intransigeant par rapport à la junte, par rapport à ce qui s'est passé à Niamey. Il est resté dans une posture un peu prudente. Et c'est déjà un atout pour aller négocier. C'est déjà un atout pour aller négocier, parce que lorsqu'on sait que son vis-à-vis ou son interlocuteur a une position assez radicale, assez tranchée sur ce que vous avez fait, discuter avec celui-là, ça va être un peu difficile. Et donc, je pense que c'est un bon pas, et c'est un choix qui pourrait, parce que les réalités, là-bas, les militaires, ils ont des principes qu'ils ont édités, et ils ne veulent pas fléchir sur ces principes-là. C'est un choix qui pourrait faire avancer les choses. Je dis bien pourrait. On attend bien la fin pour voir. Maintenant, il n'y a pas que le Sierra Leonais et puis le Togolais. Il y a le Nigeria et puis le Bénin qui ont été ajoutés à la liste pour accompagner Faure Yassingbe et puis Madabio. Les autres pourront donner quelques coups de main pour donner des... On se concentre d'abord sur le président togolais, le dirigeant togolais, Eric. Oui, vous savez... C'est quand même le meilleur choix qu'on puisse faire, en tout cas dans le contexte actuel. Absolument. Vous savez, les diplomates vous diront que une mission de médiation à 50% en termes de succès, c'est d'abord le profit de la personne qu'on envoie. Et comme vous l'avez dit, nous savons que c'est plus ou moins la position la mieux modérée dans l'effectif des chefs d'État. Et certainement que la CEDEAO s'est rendu compte que pour ne pas faire flop, il nous faut vraiment mettre à la tête de cette mission de médiation quelqu'un qui, dès le départ, avait déjà une facilité de prise de contact avec nos amis du Niger. Et comme vous l'avez précisé, avant la tenue de cette rencontre au Nigeria, nous avions vu les images de la visite de l'homme fort du Niger du côté de Lomé, qui a été reçu justement avec le président togolais. Et donc, c'est déjà un atout qui peut nous permettre de voir que cette mission aura plus de facilité à rentrer en contact et puis à discuter, à échanger. Après, le casting de la CEDEAO, d'ajouter à cette mission le Bénin, moi je pense que c'est la présence de trop. Est-ce que du côté du Niger, on ne va pas rester
déjà réticents sur cette présence, déjà que nous savons que c'est un peu distant, et peut-être même estimé qu'il faut retirer peut-être la partie béninoise pour la suite des discussions. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore vu une déclaration du côté du Niger pour certainement accepter ou refuser cette mission de médiation ou peut-être faire des observations parce qu'ils en ont la possibilité. Et, la CEDEAO a décidé, certes, mais après, le Niger peut estimer qui recevoir, qui ne pas recevoir, bon, qui veut voir vraiment dans cette délégation. Alors, est-ce que du côté de la CEDEAO, on s'est dit qu'avec le Togo et puis la Sierra Leone, on n'est pas en mesure d'avoir les résultats que nous souhaitons, ou bien on veut mettre encore des gendarmes dans cette délégation. Oui, je veux bien comprendre. Qu'est-ce que franchement, moi j'estime que c'est une présence de trop. Le Sierra Leone peut apporter, Franck, qu'est-ce qu'il peut apporter vraiment? Lui qui a d'ailleurs aussi chaud, hein, chez lui, il y a eu quelques jours. C'est ça. J'avoue qu'il non, a été... en réalité, ils n'y vont pas pour, disons, porter leur... comment je peux l'expliquer, leur point de vue personnel, leur position personnelle, mais ils y vont pour défendre la position de la CEDEAO, pour essayer d'arracher quelque chose des pushistes et que les pushistes également obtiennent quelque chose parce que n'oubliez pas d'où on est parti. On est parti du fait que la CEDEAO est restée très ferme sur la question du coup d'État et a même exploré à un certain moment l'option militaire pour dégager la junte militaire. J'ai vu dans la presse ce matin que l'option militaire est toujours d'actualité. Donc vous verrez qu'à cette rencontre, on n'a plus évoqué, on n'a plus parlé de cette option. L'option militaire, on ne l'a pas dit clairement, mais je pense que de plus en plus, on est en train de l'éloigner. Ou de s'en éloigner. Oui, on est en train de laisser tomber l'option militaire parce que ça a créé beaucoup de problèmes à la CEDEAO. Vous avez vu la vive réaction du peuple nigérien lorsque vous les suivez sur les chaînes de télévision ou de radio. Ils ne sont pas du tout tendres. Et aujourd'hui, moi, j'ai pu suivre encore sur une chaîne étrangère des analystes qui ont estimé que le temps a commencé par baisser et que c'était déjà un début de solution. Aujourd'hui, par exemple, le rétablissement de l'ordre constitutionnel n'est plus la condition sine qua non pour discuter avec le Niger. Et même lorsqu'on dit de libérer Bazoum, par exemple, pour les Nigériens, c'est un non-événement. Il n'y a pas de libération qui tienne parce qu'il a été arrêté par la junte pour des faits qui lui sont reprochés, ainsi de suite. Eux, ils disent non. C'est de demander, par exemple, au peuple nigérien d'avancer et que le reste, on fera à leur place. Et ce n'est pas leur souci là-bas. On peut garder Bazoum selon la grande majorité de Nigériens qui soutiennent, disons, la junte au pouvoir et continuer pas parler de questions de développement, continuer pas parler de questions sous-régionales, mais libérer Bazoum pour beaucoup, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, je pense que... J'en aurais fini. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, le temps a continué par baisser. Le temps baisse davantage dans le rang de la CEDEAO. Mais l'autre côté, je ne sais pas si ça va prospérer ou si ça devrait prospérer. Ce serait à quel prix? Les frontières n'étant pas toujours ouvertes et les sanctions ne sont pas toujours levées. Ils ont même annoncé que les sanctions seront maintenues et c'est ça qui rend difficile. Vous voulez quelque chose, vous ne lâchez pas du lest de votre côté. Ça va être un peu compliqué à mon avis. Oui, justement, on n'a pas bougé côté CEDEAO. Si les sanctions sont maintenues, si la pression elle est maintenue, c'est vrai que la question d'intervention militaire n'est plus vraiment agitée comme aux premières heures de ce coup d'État. Si on a maintenu tout cela en place et qu'on continue à réclamer la libération de quelqu'un, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on veut une chose et son contraire là? Non, on a bougé un peu. Ouais. On a bougé un peu. Déjà, il y a une mission de médiation. Donc, il y a une volonté d'aller discuter, n'est-ce pas? Et c'est justement à la table de cette discussion, n'est-ce pas, qu'on peut trouver des solutions. Et je pense que vous connaissez un peu ma position par rapport à cette option militaire. C'était plus pour moi une question de stratégie qu'une volonté vraiment d'aller en guerre. La libération de Bazoum, c'est un point important, moi je pense, sur la mission de cette mission
de médiation. Et dans cette affaire, vous savez, tu me donnes quelque chose, je vous donne quelque chose. Ça se passe toujours comme ça. Si aujourd'hui, la CEDEAO ne peut pas obtenir le départ des militaires à la tête de ce pays, tout au moins, on peut avoir la libération de Bazoum. Mais quelles sont les Et chances les militaires aussi doivent savoir. Oui, eux-mêmes doivent le savoir. Oui, quelles sont les chances aujourd'hui de voir Bazoum libéré? Oui, mais ce qui les intéresse plus, c'est rester plutôt au pouvoir, n'est-ce pas, que de garder un Bazoum. Mais nous savons que garder un Bazoum, ce n'est pas pour des faits qu'on lui reproche. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Bazoum, c'est comme, comment j'ai envie de dire, on l'utilise. C'est une garantie. C'est une garantie, voilà, pour eux. C'est une garantie. Donc, si ils peuvent avoir, du côté de la CEDEAO, nous avons fait un coup d'État, nous avons un projet que nous voulons dérouler, acceptez-nous de le faire. Bon, si la CEDEAO estime que c'est le prix à payer pour avoir la libération de Bazoum, tant mieux. Donc, chacun de son côté aura gagné quelque chose. C'est pas mal. Est-ce qu'il va vraiment être libéré de sitôt? Parce que de toutes les façons, ils ne pourront pas garder Bazoum éternellement. Eux-mêmes, au Niger, ils ne pourront pas le faire éternellement. À un moment donné, ça va être un peu plus gênant pour eux, quand même pour leur image. Vous l'avez dit, c'est une caution aujourd'hui. Avoir Bazoum dans les liens de la détention, c'est une caution pour la junte militaire. Et ils vont l'utiliser, elle va l'utiliser davantage pour obtenir peut-être des concessions au niveau de la CEDEAO, parce que du côté de la CEDEAO, ça fait partie des défis qu'on veut relever, faire libérer Bazoum dans cette affaire de coup d'État. Ce que, au niveau de la junte, pour le moment, ce n'est même pas encore sur la table de négociation. Pour eux, il n'y a pas question de libérer Bazoum. Moi, je pense qu'il y a une petite avancée qui me fait même dire que, de fait, la CEDEAO est en train de reconnaître le pouvoir de Niamey. Parce que déjà, quand vous allez discuter, je dis de fait, vous allez discuter avec quelqu'un que il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, vous avez rejeté, celui à qui vous n'avez pas reconnu la légitimité, et ainsi de suite. Il y a que aujourd'hui vous engagez les discussions, ça veut dire que petitement, on est en train de reconnaître que il y a des militaires au pouvoir au Niger. Si vous ne reconnaissez pas leur qualité de dirigeant actuel, vous ne pouvez pas aller négocier avec eux. Donc, il y a un début de dégel de cette tension qui existe, une griffe tension qui existe entre la CEDEAO et puis la junte au pouvoir. Et si ça peut continuer davantage, je pense que avant la fin de la transition, Bazoum sera libéré. Mais je pense que c'est vers la fin de la transition, encore qu'aujourd'hui, un calendrier rigoureux n'est pas encore publié quant à la transition en cours au Niger. Moi, ça fait partie des points qui me gênent. On est venu pour régler une situation. C'est une transition. Les militaires ne sont pas faits pour rester au pouvoir et ils ont un bout de temps à faire. Je voudrais qu'on fasse un peu comme le Gabon. Le Gabon, aujourd'hui, on a une idée claire de la fin de la transition. C'est important. Même les dates sont déjà publiées. La date de tout ce qui sera fait jusqu'à la fin de la transition pour remettre le pouvoir aux civils. Il faudrait qu'on en arrive là également au Niger et puis au Burkina Faso. C'est important. Allez les gars, merci beaucoup d'être passés par ici. En tout cas, on va continuer à observer la situation en attendant donc que cela s'améliore au niveau des frontières, puisque visiblement les frontières aussi, l'avenir des frontières entre le Bénin et le Niger, dépend ma foi de la liberté ou de la détention de Mohamed Bazoum. On verra bien ce que ça va donner dans les jours, les semaines à venir. Vous passez une très bonne journée. Merci. Je vous conseille vivement de prendre soin de vous-même. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Bonne journée.